suis originaire du Cameroun. Je suis né à Yaoundé en 1964 et je pense que je suis arrivé à l'écriture par passion. Euh, je voulais être journaliste pendant que j'étais encore à l'école primaire parce que j'admirais beaucoup certains journalistes. Euh, Quand j'étais arrivé au collège, j'ai connu des journalistes au Cameroun parce que l'école supérieure du journalisme du Cameroun avait été fondée par un ancien journaliste français, M. Hervé Bourges, qui accueillait, qui s'appelait les CJ, qui accueillait des Africains de différentes régions qui venaient être formés. C'était une école internationale qui a formé des gens de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, un peu partout. Et c'était des journalistes, vraiment, c'était une époque où des journalistes de très très grande qualité sortaient de cet établissement. Donc, je constatais que le métier de journaliste était un métier très intéressant parce que on avait le privilège de chercher, de quêter, d'aller à la recherche de l'information, de, de venir informer les gens, mais j'étais toujours aussi convaincu à un moment donné, au fur et à mesure que je grandissais, je me rendais compte aussi de la faiblesse de la couverture de l'actualité internationale dans les médias africains. Et je me disais, ce n'est pas normal que les Européens couvrent l'actualité africaine, mais les médias africains répètent ce que disent les médias occidentaux sur l'Occident. Et je me disais, mais pourquoi les Africains, eux, ne travailleraient pas à couvrir aussi l'actualité internationale avec la même aisance, la même compétence que le font les Occidentaux sur l'actualité africaine. Donc j'ai décidé donc de créer une maison d'édition parce que je pensais que une bonne enquête mérite de prendre suffisamment de temps, de vérifier tout ce qu'on va dire ou tout ce qu'on découvre et de le publier sous forme de livre. Et j'ai créé les éditions du Boiris en 2002. Et cette idée m'est venue aussi, en plus de mon expérience et de ma formation de journaliste, est venue du fait que Présence africaine, où j'ai commencé donc à faire un travail d'enquête en me spécialisant vraiment sur les dossiers sensibles du continent. Et j'avais publié avant une biographie de Jean Bedel Bokassa qui est épuisée, parce que je suis détenteur de ses archives personnelles depuis plus d'une dizaine d'années. Et à la suite de ce travail où j'ai corrigé beaucoup de choses inexactes qui avaient été dites sur Bokassa, et il y en a beaucoup, euh, j'avais confronté mon travail entre ces archives personnelles, les archives de, du ministère des Affaires étrangères et les archives militaires, et j'ai pu reconstituer la vie de l'empereur Bokassa, qui est un peu va à contre-courant de ce qu'on avait dit jusque-là sur lui. Donc je prépare encore un livre qui va reprendre ce travail-là et avec de nouvelles révélations sur sa vie. Donc à la suite de cela, j'ai fait le travail sur le Rwanda. Pourquoi j'ai fait le travail sur le Rwanda? Parce que simplement, deux chefs d'État africains, le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, et Cyprien Ntaryamira du Burundi, avaient été tués dans un accident, dans ce qu'on a appelé à l'époque un accident d'avion, le 6 avril 1994. Cet événement a été reconnu par l'ONU comme l'événement déclencheur de ce qui sera appelé le génocide du Rwanda. Il se trouve que aucun grand média occidental, même pas les médias africains, n'ont voulu chercher à savoir qui avait tué ces deux chefs d'État et pourquoi ils avaient été tués. Tout le monde parlait du génocide, du massacre des Tutsis, des Hutus modérés, comme on disait ça. Mais je disais, mais oui, d'accord, mais il y a deux chefs d'État qui ont été tués. Pourquoi personne ne veut enquêter? Et c'est pour cela que j'ai commencé ce travail, sans savoir ce que j'allais trouver. Et il est évident que j'ai découvert que l'actuel président du Rwanda était
l'exécutant de ce coup d'État, et puisque c'est lui qui a bénéficié du fauteuil du président assassiné. Et j'ai découvert également qu'il avait des soutiens très importants pour mener cette opération, notamment l'aide des États-Unis, de la Grande-Bretagne et d'Israël. Donc il est évident que cela ne m'a pas facilité la tâche, parce que lorsque j'ai publié mon livre, j'ai été l'objet d'attaques extrêmement brutales. Parce que je pense que dans un premier temps, on ne s'attendait pas à ce qu'un Africain fasse une enquête sur ce type de dossier. Il n'était pas habitué à voir des Africains enquêter sur des sujets sensibles et travailler avec beaucoup de rigueur. Et lorsque le livre est sorti, le président du Rwanda a porté plainte contre moi devant la 7e chambre à Paris. Il a été débouté. Il a déposé une deuxième plainte avec l'État rwandais. Je n'avais jamais mis l'État rwandais en cause, mais je me suis retrouvé avec un chef d'État et un État dans le dos. Évidemment, j'ai fourni près de 3000 documents de preuve et j'avais quand même un témoin de poids. C'était le colonel belge Luc Marchal qui était l'un des bras droits du général Dallaire à Kigali. Donc, il était au courant de tout ce qui se passait dans la ville. Il est venu justement soutenir mon travail. Il voulait venir témoigner en ma faveur. Évidemment, 48 heures avant le procès, le président du Rwanda a retiré sa plainte. Et donc, on n'a pas pu avoir le débat judiciaire tant attendu. Et donc, si vous voulez, cela avait provoqué un élan de sympathie sur mon travail dans la diaspora africaine, au sein de la communauté rwandaise, une bonne partie de la communauté rwandaise, mais également au-delà. Et quelque temps après, ça m'a attiré aussi beaucoup d'ennuis, parce que j'ai eu des menaces de mort, j'ai eu toutes sortes de menaces possibles. Lorsque je devais faire des conférences, on faisait pression sur des salles pour que je ne puisse pas m'exprimer, les organisateurs étaient harcelés, etc. Il y a eu des choses tout à fait inimaginables qui ont été faites en France, un pays des droits de l'homme, autour de mes conférences. Donc, si vous voulez, les gens pensaient peut-être que ça allait m'impressionner, que j'allais finir par abandonner, par me coucher en me disant « Oh, finalement, j'ai mis les mains dans le feu, donc il y a des grandes puissances derrière, donc mieux vaut me tenir à carreau, un Africain doit se tenir tranquille lorsque les grands sont devant. » Je pensais que si j'étais un journaliste occidental et que c'était un journaliste occidental qui avait fait le même travail, ça paraît très normal. Les gens diraient même à la limite que c'était héroïque d'avoir fait ça. Mais comme c'était un Africain, les gens avaient un problème. Et les Africains avaient beaucoup de problèmes eux-mêmes, parce que dans leur propre tête, ils ne pouvaient pas concevoir qu'un Africain fasse un travail comme ça, de lui-même, de sa propre initiative, sans être aidé, sans être soutenu. Tu peux m'appeler, mais tu peux pas